Gomé. Ouah. Gomé. Lividi. Lividi. C'est pour souhaiter la bienvenue à tout le monde au nom de l'association CECP, Construire ensemble une culture de paix. Et c'est un exemple, un excellent exemple de cette construction. Marcher ensemble, découvrir des vestiges historiques, découvrir la nature ensemble. Et je remercie particulièrement Madame Thérèse Garde pour l'effort qu'elle a fait. Sans elle, on n'aurait pas pu se réunir aujourd'hui. Merci à tous et bonne balade. Tout le monde a participé et voilà, on se retrouve. J'ajouterai un petit point pratique. Il y a une pause tout à l'heure pour un petit goûter. Donc le petit goûter, pour ceux qui ne l'ont pas pris, il est dans le coffre de la voiture rouge là. Alors prenez le solide et le liquide. La bouteille d'eau vous attend. Très bien, merci. Merci. En prenant un passant, on se retrouve juste après le parking. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors Stéphane, vous êtes notre guide cet après-midi. Voilà. Alors, de quoi allons-nous parler Alors, moi je suis guide naturaliste, donc on va parler essentiellement de la végétation, des paysages, de l'évolution du paysage à travers le temps, de la garrigue, des garrigues, parce qu'on va voir qu'elles sont différentes, sur les pinèdes, sur les garrigues basses, garrigues hautes. Également les témoignages dans la pierre des activités humaines qui ont été très actives sur le massif jusqu'aux années 50-60. Voilà. Et puis, on verra aussi cette fantastique abbaye Saint-Félix de Monceau qui a 400 ans d'une riche histoire, dont je vous ferai un petit résumé, bien sûr. Merci Stéphane. Avec alors, plaisir. à tout à l'heure. Le roman en bas et tout en haut, ça a été construit en deux périodes. On se retrouve ici sur le massif de la Gardiole, un massif qui fait 18 km de long, à est-ouest, et à peine 3-4 km de large. Voilà. Et qui borde d'un côté la mer Méditerranée et de l'autre côté ce qu'on appelle le couloir de Montpellier, cette grande plaine qui se termine dans le bassin de Poussan. Voilà. Donc ici, au XIe siècle, en 1092 exactement, des religieuses, une poignée de religieuses ont décidé de fonder un couvent de bénédictines. Il existait déjà une église romane. Cette église n'existait pas encore, elle a été bâtie que beaucoup plus tard. Voilà. Et ces religieuses, alors on imagine les couvents, un peu comme dans les films, les couvents de 18e, 19e siècle, des religieuses avec une mère supérieure, autoritaire, voilà, des religieuses tremblantes. Mais ce n'était pas du tout le cas ici. Déjà au 11e, 12e siècle, les couvents de religieuses étaient très rares. Et non seulement ils étaient très rares, mais en plus ils étaient autorisés qu'aux filles de la noblesse. Donc les religieuses ici étaient des femmes, des filles nobles, voilà, qui venaient de grandes familles des environs, qui étaient très largement possessionnées dans la région. Quand les religieuses sont arrivées ici, il existait déjà une petite église romane. Et l'église romane existe toujours. Là, on peut ici voir le chœur et la nef. Voilà. Et l'église gothique a été construite après, accolée juste derrière. Il n'y avait que 26 religieuses au XIIIe siècle, à l'époque de l'apogée de cette abbaye. Et pour 26 religieuses, on a bâti quand même ce monument qui est assez impressionnant. L'église romane aurait peut-être suffi. Mais on ne construisait pas une église monumentale aussi prestigieuse d'un point de vue pratique, mais d'un point de vue de prestige. Voilà, il fallait que l'abbaye était riche, il fallait que ça se voie. Parce que plus l'abbaye était riche, plus elle obtenait de dons de la part des laïcs. Là on voit tombe d'Othon le Grand derrière. Alors c'est un nom assez pompeux, mais c'est un seigneur de Cournon-Sec
Et beaucoup de laïcs se faisaient inhumer ici, voilà, en espérant déjà être plus près du ciel, à se faire inhumer dans une abbaye, et en échange de terres, de vignes, de moulins, de richesses, les religieuses faisaient des messes en mémoire du défunt et de sa famille. Voilà, c'est pourquoi c'était un vrai business, hein, les inhumations dans les abbayes. Voilà, donc c'est pour ça qu'on voit ici tombe de laïcs, c'est quelques tombes, il y en a eu avoir énormément en 400 ans, qui ont été quelques noms de prieurs. Guillaumette de Sauriec, Jeanne de Montlore, Marie des Ports, Bonne Garçabalde. Mais qui était-elle vraiment? Alors on a juste une petite fenêtre qui s'ouvre, hein. C'est qu'on a une lettre de 1332, un jour de novembre 1332, dans ce bâtiment-là qu'on voit dans l'angle à droite, hein, qui est la salle du chapitre. Hein. Il faut imaginer qu'ici, les murs ne sont pas à ras de terre. Hein. Nous sommes dans des grands bâtiments très sombres, hein, éclairés par un jour assez pâle, surtout en novembre. Hein. Et l'évêque de Maguelone convoque ces religieuses, hein, et leur lit une lettre. Il envoyait un messager. Mais là, il se déplace. C'est très important. Et il les menace d'excommunication. Alors c'est très grave. Pourtant, l'évêque de Maguelone est très bienveillant, hein, à l'égard des religieuses. Elles sont riches, hein, elles sont affiliées aux plus grandes familles de la région. Mais là, ça en est trop. Il y a des scandales, et la règle est bafouée. Et les religieuses, hein, se sont un peu révoltées contre la prieure. Elle n'a plus d'autorité. Donc il faut que l'évêque intervienne. Et là, il les menace d'excommunication. Car ça ne peut plus aller. Elles ont l'obligation d'hospitalité, d'accord, mais que toute l'année, sans arrêt, ce soit des femmes laïques qui viennent avec leurs serviteurs, leurs enfants, qui restent un temps indéfini dans l'abbaye, que les religieuses, sans demander la permission de la prieure, sortent de l'abbaye pour un oui, pour un non, pour aller gérer des affaires sur leur terre, à Montpellier, retourner dans leur famille, recevoir des parents. Et puis, elles prennent prétexte des grandes fêtes du calendrier chrétien, bien sûr après avoir écouté la messe, pour organiser des banquets, où on les invite des soldats, où on chante des chansons plus que légères, hein, ça n'est trop. Voilà. Donc, voilà, la règle est bafouée, et c'est vrai que cet esprit, pourtant ce sont des cisterciennes, hein, depuis quand même plus de 100 ans, elles ont adhéré à l'ordre cistercien, justement. Elles étaient bénédictines avant, mais pour avoir une règle plus stricte, qui soit plus proche vraiment d'un idéal, elles ont choisi d'être cisterciennes. Mais malgré tout, elles sont tellement riches, elles reçoivent tellement de monde, elles prennent part aux affaires politiques de la région. Donc au bout d'un moment, la règle n'est plus tenable. Donc après cette menace d'excommunication, silence, hein, on n'a plus de témoignages. On estime, hein, qu'elles sont rentrées dans le rang. Mais de toute façon, 15 ans plus tard, c'est la peste noire. La population des environs, comme de l'Europe entière, hein, est ravagée par cette peste, hein, et l'abbaye, en fait, hein, perd les 3/4 de ses religieuses. Mais c'est pas très grave, hein, il y a toujours des années 40, il y a encore des agriculteurs sur les massifs. C'est très récent. Quoi, alors des olivettes, hein, des oliveraies, il y avait de la vigne, il y avait des légumineuses. Ah oui, bien sûr, c'était. Puis après, il y avait surtout des pâturages. Avec des moutons? Des moutons, des brebis, bien sûr. Ah ouais. Ah ouais. Donc vous pouvez goûter les petits fruits, c'est la saison. Ce sont des fruits de quoi? Le pistachier térébenthe. Et alors ça se mange comment alors? Alors ça se mange pas, c'est un aromatique. Ah oui d'accord, Voilà. C'est-à-dire que vous le mettez dans quoi alors? Alors dans les pays, c'est-à-dire par exemple en Turquie, en Grèce, hein, on le fait distiller, on le distille, hein, pour le mettre sur les pâtisseries, on va faire des confiseries. Ah oui. Mais, et si on le mange, ça fait quoi? Comment? Et si on le goûte, ça fait quoi? Sur le goût, ça fait, c'est juste, voilà, c'est grelé, rafraîchissant, voilà. C'est un goût acide. C'est acide, ouais, c'est grelé. Alors le pistachier térébenthe, alors est-ce que ça c'est son fruit?
on voit ces cornes là-dessus. Non, c'est les graines, ça. C'est pas des graines. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Dedans, il y a... Oui, voilà, ce sont des galles qu'on appelle. Des galles. Voilà, c'est un moucheron qui va piquer la feuille. Et comme quand un moustique nous pique, on fait des boutons, on surréagit. Et la plante, elle va surréagir et produire de la matière végétale comme ça. Et à l'intérieur, là c'est plus la saison, hein, mais on en voit encore les crottes, hein, des petits moucherons voilà, vont éclore hein, et se nourrir de la gale. Comme ça, en même temps, les moucherons se nourrissent de la gale, ils ne vont pas grignoter ou aspirer la sève des feuilles. Voilà, quand on voit ces grandes cornes, hein, ce sont des gales. On en voit sur beaucoup d'arbres. Hein. Même rose. Voilà, même le rose. Vous nous remontrez la fleur de loin, la feuille de loin, et vous nous dites. Ah oui. Pistachier. Alors, pistachier térébenthe, dont on extrayait le nom. Le nom vous donne la solution, l'essence de térébenthine pour les vernis, hein, pour la peinture. Le paysage était entretenu. Le paysage était entretenu. Ah oui, c'est vrai. C'était du travail parce qu'il fallait épiérer le terrain hein, pour libérer des espaces cultivables. Et avec ces pieds, on faisait des murettes, hein, des capitelles. Hein. Pas de fruits. Vous connaissez le nom, c'est sûr. Là, ça me dit quelque chose. C'est des lilies. Allez, une question à 10 points. C'est pas la fameuse fleur jaune, là, comment ça s'appelle Ah, les schtroumpfs, c'est un bon indice. Ouais. C'est la salse-pareille. Ah non, je la connais pas. Voilà, la salse-pareille qui est en fleur hein, en fin d'été. Elle a cet aspect-là, tout le temps Alors, comme ça non, parce que quand elle n'est pas en fleur, c'est une liane. C'est une liane. Elle est blanche voilà. comme ça, là, enfin jaune. Voilà, ça donne des baies toxiques. Pourtant, elles sont appétissantes, hein, on a envie d'y mordre dedans. Hein. Les schtroumpfs s'en nourrissent, hein, mais nous non, parce qu'en fait, voilà, pour nous, elle est toxique. Voilà. Ça s'appelle La salse pareille, qui fait de jolies fleurs parfumées, voilà, et qui est une liane. Voilà. Une liane, qu'il y a beaucoup de plantes dans la garrigue, hein, qui sont assez feignantes, et faire une tige, faire un tronc, ça demande beaucoup d'énergie. Voilà. Donc on lance ces lianes hein, et on essaie de s'accrocher à la végétation environnante hein, pour accéder au soleil avec le moindre effort. C'est le cas de la salse pareille hein, qui constitue vraiment des massifs impénétrables des fois dans la garrigue. Hein. Entre le chêne kermès et la salse pareille, hein, on ne peut pas couper le chemin, hein, sinon on reste suspendu dans les fourrés. Hein. Le cyste de Montpellier, peut-être qu'on en verra, lui par contre on en tirait une résine hein, proche du ladanum, mais qui sert surtout en parfumerie. Voilà, on fait pas du ladanum, hein, c'est le cystagome. Donc a priori, tous les essais sur les plantes ont été déjà faits. C'est-à-dire dès qu'on voit une plante, oui. Maintenant on a le... Ah non, justement non, il y a très peu... Alors il faut savoir que c'est la médecine populaire. Et la médecine populaire, ça intéresse assez peu la médecine officielle. Hein. Et donc il y a beaucoup de plantes hein, dont on ne sait pas... Enfin, pendant on connaît le camomille, on sait ce que fait la camomille. Ouais. Il y a des dizaines d'espèces de camomille, mais on n'en utilise qu'une. On ne va pas investir des moyens pour aller voir si l'autre est mieux ou pas. Il n'y a que la culture populaire, hein, qui le sait encore, la culture populaire, hein, c'est grandement perdu en ce qui concerne les plantes médicinales. Et même la culture populaire met beaucoup de temps avant de déclarer qu'une plante ou... Oui, après c'est la tradition. Voilà. Et puis ce qui est compliqué, c'est que la culture populaire, il y a des plantes, on appelle une plante par un nom, mais parfois... Un nom peut signifier deux plantes différentes. Voilà. Quand ce n'est pas scientifique, c'est toujours un peu délicat. Et il y a des scientifiques qui... alors, ils ne le font pas forcément en France. Par exemple, ils vont en Amazonie, chez les Indiens, récupérer des plantes médicinales traditionnelles pour après les observer en laboratoire hein, et étudier leurs composants. Voilà. Mais ça ne se fait pas à grande échelle.
Et il y a beaucoup de plantes ici qu'on suppose qu'elles sont bénéfiques autant que sa cousine, mais il n'y a pas d'études qui ont été faites. Ça, c'est un fruit d'un arbre comestible. Hein. C'est l'arbousier, l'arbre à fraise. Voilà, c'est pas encore mûr, hein. Ça va mûrir en octobre, novembre. Hein. Voilà, en fait, ça met 2 ans à mûrir. Hein. Ah bon? Genévrier. Ah, bravo. C'est le genévrier cade. Le genévrier cade, alors le genévrier, on sent ça comme aromatique, par exemple pour aromatiser la choucroute. Voilà. Pâté de lapin. Pâté de lapin aussi, Il ne faut pas hésiter à le moudre, comme du poivre. Voilà. Ça peut servir de poivre. Hein. Ah, les animaux, vous trouvez surtout des oiseaux. Voilà, c'est pas quand même le plus. Elle ne mettait pas du sucre. C'est mieux. Et c'était comme ça, mais qui... Là, je vais faire un peu hommage. Tu veux une seule? Oui, un petit peu. Oui. Ah bah tiens, je te présente Violette. Bonjour Violette. Bonjour. Avez-vous apprécié cette balade? Oh, énormément. Voilà. L'horreur, j'ai mal aux pieds, j'ai soif. Mince. Non. Il faut le connaître, hein. Oui. Toujours dans la J'imagine qu'il légende. plaisante. Alors comment vous trouvez cette balade? Pleine de convivialité. Fort agréable, très détente, c'est très détendu, on sent les gens heureux, réjouis, on prend du bon temps. Quoi dire? Vous connaissiez ce lieu jusqu'ici, oui. Oui, mais on se promène assez peu. Et Ici, oui. ça fait plus d'1 an, voire 2 peut-être qu'on n'était pas venu ici. Donc ça donne envie de refaire des balades. Ah oui, c'est toujours une découverte. C'est sûr. Qui est arrivé dans notre département. Je l'ai enlevé. C'était drôle. Ici, le roi de la garrigue, un roi bien oublié, c'est le chêne vert qu'on appelle aussi lieuse. La lieuse. Le chêne vert. Voilà. C'est-à-dire hein, que il y a 6000 ans, 8000 ans, hein, quand les premiers bergers sont arrivés ici, il y avait quoi sur place? Il y avait des chasseurs-cueilleurs et puis il y avait l'immense forêt méditerranéenne hein, qui tenait d'un seul tenant toute la forêt européenne qu'on appelle la forêt hercynienne hein, et qui arrivait jusqu'à la mer Méditerranée. Donc des arbres hein, de 20, 30 mètres de haut. On a du mal à imaginer aujourd'hui sur ce sol comment des arbres de 30 mètres pouvaient prospérer ici. Mais voilà, donc il faut imaginer que quand ces premiers agriculteurs sont arrivés, en poussant aussi leurs troupeaux devant eux, il leur a fallu de l'espace. Parce que les forêts, pour les brebis, pour les moutons, ce n'est pas convenable. Donc ils ont déboisé par la hache et surtout déboisé par le feu. Et ils ont ouvert des espaces immenses. Les chênes blancs ont disparu. Et dans ce reboisement sont apparus des arbres qui auparavant poussaient sur des endroits plus escarpés, plus arides, le chêne vert qu'on appelle lieuse. Voilà. Alors c'est un chêne vert, pourquoi? Parce qu'il reste toujours vert, il ne perd jamais ses feuilles. Hein. Voilà. Et donc il est super adapté à la sécheresse car sur le revers, comme l'olivier, hein, il a des petits poils blancs. Et ces petits poils blancs vont lui permettre de capter l'humidité et d'éviter l'évaporation. Que garder l'eau au maximum, hein, voilà, c'est le credo des plantes de la garrigue, hein, que ce soit le chêne vert ou le chêne kermès. Alors mesdames, vous avez plu cette balade? Oui, tout à fait. Vous avez appris des choses, vous connaissez bien la garrigue, vous? Oui, bien sûr. Pas du tout. À côté, hein. Mais oui. Voilà, pas comme vous.
toujours fonctionné avec les On connaît toutes ces plantes, on les connaît, plus ou moins, on en connaît une bonne partie quand même. Mais c'est toujours agréable d'écouter, parce qu'on apprend toujours un détail qu'on ne connaissait pas. Moi, je trouve que c'est très agréable, ce genre de fleurs. Des fleurs qui ne pourraient pas pousser. Mais moi, je sais pas, je m'aventurerais pas à goûter les plantes quand même. Le thym, le romarin. Ah bah oui, ça oui. Mais les autres petites... Oui, là, il faut faire attention, évidemment. Oui, tout à fait, faire attention. Même si plein de plantes sont comestibles, il faut faire quand même attention. Oui. Je trouve, tout à fait. Ouais. Alors, mesdames, vous avez l'air contentes de votre après-midi, là. Hein? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Oui, un reportage, pour cette balade. C'est très bien. Oui, hein. On a un guide très intéressant qui a beaucoup de... Comme ça, c'est pas facile, mais on va y arriver. Oui. Il faut que je fasse attention. Non, mais le guide... Oui, hein, c'est... Il est même trop avec tous ces noms scientifiques là. On les retiendra pas. Oui, non, mais c'est clair. C'est vrai qu'il aurait fallu les noter, mais très intéressant. Je ne vais pas y aller, moi. À un moment, quand je faisais des sorties, comme ça, je notais. Et je me suis rendu compte que même si un jour j'allais le voir, j'avais rien retenu. Et je ne savais plus. Mais sur le moment, c'est tellement agréable. Mais voilà, c'est pas grave si on ne retient pas non plus. On retourne la prochaine fois à une autre... Ça refait. Voilà, j'ai demandé, c'est l'association qui a payé le guide. Voilà. Alors voilà, c'est offert, oui, par l'association. Il y a 2 ans, j'avais cotisé à l'association et là, je vais le refaire. Eh bien oui, c'est bien, c'est quand même intéressant de se retrouver comme ça et d'organiser des choses. Ben oui, moi, c'est la belle-mère de mon fils. C'est la mère de ma belle-fille, quoi, qui me l'a dit de venir là. Puis en plus, j'adore, moi, ces religions, tout ça. Oui, parce que voilà, c'est surtout... Ça vient du temple, la connaissance. Non, il y a plus. Voilà. Il y a toutes les religions là. Voilà. Justement, il y a même ceux qui ne sont pas religieux non plus. Ah, voilà. Ah bah il y a tout le monde. Non, moi je suis catholique. C'est bien. Je suis pas religieuse. Et je vais en pèlerinage avec les malades tous les ans à Lourdes. Si, toi t'es religieuse. Alors Monsieur le Président, un petit mot là. On arrive presque à la fin de la balade là. Hein. La balade qui a permis de réunir des personnes d'horizons différents, de religions différentes, on va dire de cultures différentes. Oui. On se retrouve tous à marcher. Moi je marche et je m'arrête une fois pour parler avec un musulman, je m'arrête pour parler avec un catholique, je m'arrête pour parler avec un protestant et c'est cette richesse de ces moments-là. Où on n'est plus cloisonné dans nos conditionnements, mais on est ouvert à tout le monde. Et en plus, on ne parle pas de religion, on parle de plantes. Voilà, on parle de plantes, on parle des fois de cuisine, mais on ne s'est pas encore invité. Je pense que c'est l'étape d'après. Mais voilà, c'est ce qui rend réel l'idée qu'on peut vivre en paix ensemble. Il faut qu'on aille au milieu, quand il n'y aura plus de bulles. Thérèse, oui. Alors, c'est vrai que cette association sétoise, donc pour le bien vivre ensemble, donc une association interreligieuse qui a été créée depuis combien de temps déjà Ça fait 4-5 ans, 5 ans, oui. Donc, alors initialement, c'est Pierre et Monique Vigourou qui ont voulu fêter l'anniversaire de la rencontre d'Assise qui avait rassemblé des personnes de toutes les religions. Voilà. Donc, ils voulaient fêter ça chaque année et on faisait ça et franchement, c'était magnifique. Mais c'était un temps ponctuel. Alors, à un moment donné, les personnes qui gravitaient autour de ce groupement, de ce collectif, qui n'était pas encore une association, a dit, mais il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Et là, il faut rencontrer l'autre, quoi, en fait. Oui. Et là, ce qui s'est passé, des gens ont rencontré, parce que c'était des gens qui travaillaient à l'île de Thau, qui connaissaient pas mal de familles maghrébines. Déjà, c'était oui, mais il n'y a pas que... Il y a tout le monde, il y a les protestants, il y a les juifs, il y a tout le monde quand même dans cette association. Pour ce qu'on faisait avec eux aussi, il y avait les juifs et les musulmans et les chrétiens. Voilà. Et alors, Monique et son mari ont dit, nous, on n'est pas assez costauds, quoi, pour s'ouvrir. Et alors là, c'est notre ami Youssef, que vous avez vu, là,
c'est pas Youssef, c'est Youssef. Je sais pas si vous l'avez compris. D'accord. Ah bah j'ai pas vu alors. Vous le verrez aussi. Et Youssef, il a pris son bâton de pèlerin et il est allé voir, lui, ce qu'il appelle les chefs religieux. D'accord. C'est-à-dire, il est allé rencontrer le pasteur, il est allé rencontrer le responsable des prêtres, il est allé rencontrer le président, mais le président du consistoire juif, il faisait déjà partie de notre petit groupe, et il leur a dit, voilà, il faut créer une association maintenant, c'est-à-dire avant c'était un collectif, là il faut créer vraiment une association qui prenne au niveau local et du bassin de Thau et Sète un peu plus d'ampleur. Donc c'est ce qui s'est fait. Et bon, nous, on a été cooptés, je dirais même par un ami musulman. Et petit à petit, bon, ça fait 4-5 ans, et on travaillait autour de 3 axes. C'était rire ensemble, réfléchir ensemble, sortir ensemble. Voilà. L'année dernière, il y a eu le Covid, donc ça a été un peu compliqué. Donc on s'est retrouvés autour de Zoom. Et là, on a essayé de partager ensemble ce qu'était notre religion. On a terminé par les musiques des différentes religions. Et là, ça a été splendide, parce que les musulmans ont fait appel à un soufi de Paris, c'était splendide. Monsieur Oudinot, qui fait partie du CA, a fait appel, lui, au responsable du diocèse. Et les juifs, à un ami, c'était magnifique au niveau des musiques. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, maintenant, le Covid est terminé, mais il faut vraiment sortir ensemble. Voilà. Et c'était cette journée qui a été organisée. Ça, si vous voulez, c'est au niveau local. Moi, personnellement, avec mon mari, on fait partie d'un grand mouvement international, interreligieux. Et j'ai eu vraiment la chance d'assister à une réunion à Castel Gandolfo où il y avait hindouistes, bouddhistes, toutes les religions. Et musulmans, bien sûr. Dans les musulmans, les chiites, les sunnites. Et si vous voulez, c'était des personnes vraiment connues aussi, des gens profonds, je dirais mystiques, je fais attention à ce mot mystique, mais qui ont un lien avec la transcendance. Et là, si vous voulez, d'abord, tous, on avait un regard positif les uns vis-à-vis des autres, et puis avec la ferme conviction, si vous voulez, que chaque religion avait quelque chose à apporter à l'autre, et que donc il fallait avancer tous ensemble avec ce partage et ce désir de fraternité universelle. Eh ben merci Thérèse pour cette et ce je dois partage. dire que la mystique est universelle. Voilà. Et c'est une splendeur. Il y a des gens splendides. Il y a une hindoue, des bouddhistes, des gens, des musulmans splendides. Vous êtes aussi rayonnante de joie de partager tout ça avec tout le monde. C'est une grande joie. Parce que je pense que, vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a un théologien de Rome qui disait le premier millénaire a été pour le monachisme, en tout cas dans l'Église catholique. Le deuxième millénaire a été pour toutes les œuvres caritatives. Et le troisième millénaire, ça sera la spiritualité de communion et d'unité, mais avec tout le monde. Même les agnostiques. Les agnostiques. Exactement. Voilà. Merci Thérèse. À vous. Violette, merci. Bonjour. Alors Youssef, Youssef à l'origine de la création de cette association, m'a dit Thérèse. C'est un travail d'ensemble, d'équipe. Non, il est trop modeste. Non, c'est un travail d'équipe. Il ne faut pas exagérer non plus Thérèse. Mais c'est avec joie, qu'on rencontre des personnes des différentes communautés, protestantes, catholiques et juifs. Et c'est toujours un plaisir de se voir, que ce soit dans un cadre naturel comme ça, ou d'autant que d'autres occasions intellectuelles pour débattre, surtout pour apaiser cette soif envers l'autre. Parce que chacun, il a pas mal de questions, pas mal de représentations sur l'autre, et on se crée des occasions, surtout pour vraiment répondre aux uns, aux autres, balayer certains clichés, certains préjugés, et c'est un plaisir. C'est un plaisir. Finalement, on ne se connaît pas assez. Le fait de... on apprend à se connaître, à s'apprécier,
Mais c'est ça, c'est la rencontre en fait. Et lorsque moi je vois par exemple des mamans protestantes donner du jus aux petits musulmans et des mamans musulmanes donner du thé à la menthe à d'autres personnes juives et catholiques, c'est que du bonheur. Voilà, c'est que du bonheur. On est des êtres humains avant tout, voilà. Et on est ensemble. C'est tout. Exactement. Mais je vous ai déjà dit tout le bien que je pense de votre accompagnement. Vous êtes un trésor. Bon, mais merci, j'espère que ça profitera encore. Hein. Génial. Votre participation. Et continuons cette construction encore et encore jusqu'à ce qu'on arrive à passer cette envie de paix à tout le monde. Merci. Merci à vous. Go big.